want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. C'était il y a 50 ans sur les campus et dans les rues, une révolution, des révoltes, des troubles, une émeute. Chacun ses mots, son vocabulaire pour parler de mai 68. Des étudiants et des ouvriers descendent dans les rues pour en finir avec la France de papa, l'ancien monde, les codes de l'époque. Ils veulent transgresser, être écoutés, ils veulent des libertés et sont prêts à se battre pour ça. Et cette révolution a peut-être commencé en Normandie avant même Paris. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition normande, vous l'avez compris, consacrée à mai 68. À cette occasion, nous nous sommes installés ici, là où tout a commencé, sur le campus de Caen, exactement là où tout le monde appelle, ce que tout le monde appelle ici l'aquarium, la halle vitrée qui relie les sciences au droit. En 68, ce campus était tout jeune, il n'avait que 11 ans et il a été le berceau du mouvement. On vous explique tout ça dans un instant avec nos deux invités. Gérard Filoche, rouennais, militant, syndicaliste et politique, auteur d'un livre qui sortira le 6 mai prochain en librairie, Le social au cœur, mai 68 vivant. Et puis un historien, Gérard Lange, auteur d'une thèse sur mai 68 à Caen. Retour ici à l'université de Caen pour un journal en direct consacré à mai 68. Mais alors justement, pour les jeunes, que signifie mai 68? Catherine Bérat et Carole Lefrançois ont posé aujourd'hui la question à des étudiants rencontrés sur le campus. Mai 68, pour moi, ce que ça évoque, c'est le mouvement des étudiants qui voulaient une place plus privilégiée pour la jeunesse parce que la France était trop conservatrice. Pour moi, c'est un passage historique super important qui a permis d'apporter beaucoup de choses au niveau des droits, notamment des femmes, mais aussi des étudiants, et qui a permis de faire évoluer la société. Pour moi, c'est pas seulement une lutte étudiante comme on a trop souvent tendance à le résumer, mais c'est avant tout la plus grande grève ouvrière qu'ait connue la France, avec 10 millions de personnes dans la rue, réellement une grève générale, avec une volonté de faire changer les choses, même si ça n'a pas abouti et ça a été récupéré par le capitalisme. Mai 68, c'est la libération des femmes pour moi. On peut s'inspirer de ces luttes-là, mais je pense qu'il ne faut pas regarder trop derrière nous. Pour vous, c'est de l'histoire? C'est de l'histoire, mais ça peut inspirer le futur. Je trouve que mai 68, c'est quelque chose qu'on nous a pas assez bien appris au lycée. C'était la libération de tous. C'était vraiment... je pense que ça devait être une époque sympa. Ça devait être une époque sympa. Gérard Filoche, vous y étiez, vous, en mai 68. Que vous évoquent ces mots? D'abord, une grande grève générale de tous les salariés. Il y avait 8, 9 ou 10 sur 10 des salariés qui étaient en mouvement, en grève, et qui voulaient améliorer leur sort. Ça avait commencé avec la grève des mineurs en 1963, les 2-17 mai 66 et 67 pour défendre les ordonnances contre la sécurité sociale déjà. Puis vous aviez à Caen les jeunes de la 5e en janvier qui ont fait mouvement, c'est les premières barricades. On aurait oublié le mouvement étudiant qui a pourtant été important et déclencheur s'il n'y avait pas eu la grande grève générale, sans doute la plus grande de l'histoire de l'humanité, pas parce que je suis chauvin, mais parce que notre salariat y a participé pratiquement entièrement. On va y revenir en détail tout à l'heure. Gérard Lange, vous n'aviez que 7 ans, mais quand on vous parle de mai 68, quelle image vous vient en premier? De toute façon, même si on n'a que 7 ans, quand on a fait partie de mouvements lycéens, étudiants, quelques années plus tard, en 78 au lycée et puis dans les années 80 à l'université, mai 68, c'est d'abord une référence. C'est la référence pour lutter, pour se battre, pour avoir de la liberté. Et ensuite, j'ai fait mes études universitaires. Et en tant qu'historien, pour moi, 68, c'est aussi l'envers du décor des 30 Glorieuses de Fourastier. Il paraît que ces 30 années ont été super. C'est vrai qu'il y a eu un niveau de vie qui s'est élevé, etc. Mais ça a été aussi au prix de souffrances qui ont été exprimées en 68. Et en tant qu'historien, c'est hyper important cette période. Et bien justement, on va remonter le temps pour leur montrer justement à ceux qui ont moins de 50 ans ce que vous avez connu et pas eux. À quoi ressemblait la vie en mai 68? Qu'est-ce qui a motivé ce mouvement et de révolte chez les étudiants donc et chez les ouvriers? Pierre-Marie Piot s'est plongé dans les archives. C'était le temps du vélo moteur et des cibiches, des usines grises, bruyantes, où régnaient les contremaîtres, les petits chefs. Le travail était harassant. C'était aussi le temps des utopies portées par les étudiants, par cette génération née au sortir de la guerre qui rêvait de changer le monde. Alors, quand au début du mois de mai, le quartier latin s'enflamme à Paris, la fac de Caen se met en grève par solidarité. AG, manif, débat.
Étudiants et enseignants conspuent une société corsetée. Ils proclament bientôt l'autonomie de l'université. Ils ne veulent pas d'un savoir soumis au capitalisme. La fièvre gagne les usines. À Cléon, c'est le monde à l'envers. Les ouvriers de Renault prennent les commandes. L'occupation durera 5 semaines. Le 13 mai, un seul mot d'ordre, grève générale. À Caen, 10 000 manifestants serrent les rangs. Dans le seul département du Calvados, on dénombre 40 000 grévistes. Mais l'ORTF regarde ailleurs. Le Havre célèbre sa nouvelle reine et dans les campagnes, le cidre coule comme si de rien n'était. Les nouvelles sont filtrées. Télé Normandie montre aussi les files d'attente aux pompes à essence. Tout un pays est à l'arrêt. Au Havre, les dockers tiennent le port. Dans les usines occupées, les ouvriers oublient un temps les cadences, la surveillance et se prennent à rêver à des jours meilleurs. Prenons nos désirs pour des réalités, disait le slogan. De la joie, de la rage, ces sentiments mêlés s'expriment encore dans la rue. À Rouen, le drapeau rouge est hissé sur la statue Napoléon. Mais une autre France perd patience et prend peur. En ce week-end de l'Ascension, sur les planches de Deauville, l'air est suffocant. Chacun attend l'issue des négociations ouvertes à Paris. Au lendemain des accords de Grenelle, les comités de défense de la République organisent la riposte. Le 30 mai à Caen, le drapeau tricolore flotte sur la foule. Ce défilé préfigure le raz-de-marée gaulliste aux élections à venir. Le mois de mai, qui prétendait courir devant le vieux monde, est bien fini, même si plus rien ne sera jamais tout à fait comme avant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Gérard Filoche, racontez-nous votre mai 68. Vous êtes étudiant à ce moment-là en philosophie. Qu'est-ce qui vous pousse à aller dans la rue pour manifester? Mais moi, je suis un fils d'ouvrier. Mon père était cheminot au dépôt de Rouen-Orléans. Ma mère était aide-soignante. J'arrive à l'université. Il faut que je sois moi-même ouvrier pour vivre. Il faut que je fasse 10-15 boulots différents. Et évidemment, j'ai besoin que le monde change pour pouvoir réussir mes études. Donc c'est presque naturel que j'aille à l'UNEF, que j'aille à l'époque dans tous les mouvements politiques qui se radicalisaient. Et je vais peindre le 5 mai, grève générale sur l'université de Mont-Saint-Aignan. Et puis ensuite, quand le vrai mouvement va se déclencher, parce qu'il y a une convergence entre les étudiants et les ouvriers. Et ce qui compte, c'est quand la grève ouvrière commence. Et après avoir démarré à Sud-Aviation, elle démarre à Renault-Cléon. Et les deux jeunes ouvriers, c'était René Cotrez et Bernard Dehors, qui viennent frapper à ma porte le matin à 5 heures, on est le 15 mai, et qui disent, ça y est, on occupe, Gérard, on occupe. C'était depuis le quart de minuit. Et qui, à ce moment-là, déclenche avec Renault, une vague qui va courir toute la Seine, entre Rouen et Le Havre. 1000 entreprises vont mettre en mouvement. Même le dirigeant syndical, on est surpris, il n'y a pas de mot d'ordre. Mais les gens disent, je veux que ça change et je veux améliorer mon sort, j'en ai assez des contre-maîtres et je veux augmenter mes salaires. Et là, je suis, je m'épanouis parce que j'ai... C'est ce que vous dites effectivement dans votre livre. J'avais un peu plus de 20 ans et ce fut le plus bel âge de ma vie. Gérard Lange. On va y revenir. Donc je vais interroger l'historien. Mai 68 commence à Caen, mais en janvier 68, avec la venue d'Alain Peyrefitte, qui est alors le ministre de l'Éducation quand le général de Gaulle est encore président. Oui, je crois que c'est important de dire en fait que mai 68 n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, comme il était souvent dit. En fait, Caen représente bien aussi une des villes un peu emblématiques où on voit qu'il y a déjà une irruption de la jeunesse en fait. Et cette irruption de la jeunesse, elle fait effectivement événement au mois de janvier. C'est le 18 janvier, le 10 000 18 étudiants, janvier, il y a un comité d'accueil. Il y a un comité d'accueil. Peyrefitte vient inaugurer la fac des lettres, une belle fac de lettres, donc je pense qu'il est un peu surpris. Parce qu'il est accueilli en fait par des étudiants qui lui balancent des œufs et donc c'est un événement qui fait un peu la une de Ouest France et qui d'ailleurs souligne déjà le malaise étudiant. Et quelques jours plus tard,
il se passera quelque chose donc à la Savième le 26, Effectivement, le 24 c'est et là où 26 janvier. le monde ouvrier vient rejoindre le début de contestation de janvier 68 avec la Savième. Voilà. Alors ça, c'est aussi la jeunesse. Hein. Là, il faut bien penser que ce sont des usines décentralisées à Caen, Sonormel, Gégère, donc la Savième, et ils sont très jeunes. Ils sont ruralisés, ils sont pas habitués aux syndicats ouvriers type CGT. C'est plutôt la CFDT qui capte cette jeunesse ouvrière. Et en fait, quand le 24 janvier, ils vont faire une demande salariale assez banale en fait au début, et qu'ils vont être réceptionnés par une police qui les... Une grosse manifestation le 26 janvier, voilà. effectivement. Alors ça, c'est le 24. Et le 26, en fait, justement, ils répondent, ils retournent en ville, hein, parce que en fait, les ouvriers n'habitent pas le centre-ville, enfin, ils manifestent dans le centre-ville. Et là, effectivement, ils réagissent finalement d'une manière très spontanée, en saccageant la ville et parce qu'ils comprennent pas du tout qu'on ait pu les brutaliser 2 jours avant. Gérard Filoche, c'est ce qu'on appelle la convergence des luttes. Les ouvriers qui rejoignent les étudiants qui rejoignent les ouvriers. La force du mouvement ouvrier était telle que ça perçait toutes les couches de la société, vous savez. Il y a eu les cinéastes à Cannes, mais il y a aussi les chirurgiens dentistes, les pompistes, les gardiens de musée, et toutes les catégories, au-delà des mineurs, des métallurgistes, des postiers, des cheminots et tout ça. C'est une telle lame de fond que ça reste encore surprenant. Et vraiment, il s'est passé quelque chose sans mot d'ordre, mais parce que la société ne supportait plus le type de système dans lequel elle était. Ça a été comme une explosion, une éruption volcanique, et ça a eu des répliques, d'ailleurs, jusqu'à nos jours, on en parlera. On va aller justement là où la contestation n'a été qu'ouvrière. Au Havre, effectivement, en 1968, il n'y a pas d'université, donc pas d'étudiants, bien sûr, dans les rues. En 2 jours, 30 000 grévistes ont bloqué 70 usines. L'économie s'est arrêtée pendant 3 semaines sans qu'il y ait de casse ou de débordement. Danilo Comodi et Karima Saïdi ont retrouvé des femmes qui ont occupé la plus grande raffinerie d'Europe de l'époque, celle de Gonfreville-Lorcher. Dans les manifestations du Havre, des milliers d'ouvriers. La ville portuaire vit au rythme de ces usines qui vont pratiquement toutes s'arrêter à partir du 15 mai. Parmi elles, l'Uterma, une fabrique de contreplaqué qui emploie en majorité des femmes. Oui, c'est ça, tout en longueur, comme ça, voilà. Et les billes de bois arrivaient par là. Oui, regarde. Oui, c'est ça. Mireille Garcia et Viviane Le Bourgeois avaient une vingtaine d'années à l'époque. Elles vivaient leur première grève et leur première occupation d'usine. On était en grève tous les deux, mon mari et moi. Hein. Mon père aussi d'ailleurs. Hein. Et du coup, on mangeait tous ensemble chez maman. Maman ne travaillait pas à l'époque, de telle sorte à faire des économies au niveau de l'alimentation et tout, puis de dire on tient. Parce qu'on savait que ça allait être long. Et quand même, ça a duré plus de 3 semaines. Je suis là. C'est toi la dérouleuse là. À la dérouleuse, voilà, la machine. Ouais. C'est vrai qu'en fin de compte, notre travail c'était pénible, mais c'était bien. En fin de compte, ce moment-là, c'est vrai. Hein. Ouais. Les grévistes occupent, le syndicat négocie. La tactique est simple et finit par payer. Moi, j'ai pas trouvé ça désagréable, et puis ce qu'on a obtenu, j'ai trouvé ça très agréable. Il y avait une semaine de vacances en plus, il y avait des heures de travail en moins, et puis sans perte de salaire. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient quand même très intéressantes. Dans les archives de la préfecture, désormais ouvertes, les rapports des renseignements généraux montrent le suivi quotidien et rigoureux de toutes les usines en grève. À la CFR, l'ancien nom de la raffinerie de Normandie, c'est carton plein, 1650 ouvriers en grève. Je prenais la parole 3 fois par jour. J'ai été 3 semaines sur place. Marcel Saunier dirige alors la CGT à Gonfreville. J'ai dit aux copains, on n'arrête pas la boîte, on la prend. Alors, j'ai fermé les grilles, on a fermé les grilles, on s'est installé dans la raffinerie et on l'a maintenu en marche. On n'a pas sorti de produits finis. Hein. La raffinerie était à nous. La France se retrouve en panne sèche. À la CFR, les militants ne lâchent rien. Ce rapport de force terrible que nous avions institué dans la boîte, ça a terrifié tous les patrons. Tous les directeurs qui se sont succédés après. Ils disent, oulala, il faut faire attention. Au siège social, la raffinerie de Normandie, oh là, elle est explosive. À la fin de la grève, le syndicat obtiendra une 5e équipe à la raffinerie, soit 200 ouvriers de plus, une autre époque.
Gérard Lange, politiquement, il y a quand même une reprise en main après ça, dès le 30 mai 68, assez rude. Le général de Gaulle appelle donc à une manifestation dans les rues. Il y a du monde. Oui, il y a du monde, mais disons que, bon, alors soit on va dans une histoire politique et on peut penser qu'il n'y avait pas une offre politique à gauche qui a permis finalement de concrétiser finalement sur le plan électoral. Après, moi je dirais aussi que sur le plan de l'histoire sociale, par exemple à Caen, 2 jours après, ça continue. Et on inaugure un mode d'action assez original, en tout cas souligné comme original, c'est qu'on ferme toutes les portes de Caen. On interdit la circulation en ville fermée, Caen ville fermée. Et donc du coup, ça montre que ça continue toujours. Et puis il ne faut pas oublier, alors si on va au niveau national, que le mois de juin, c'est le mois des manifestants qui meurent, qui sont tués par la police, enfin par les forces de l'ordre à Cléon, à Flins. Et donc, il faudrait pas non plus avoir l'idée. Effectivement, ça a été repris en main. Il y a eu des élections législatives, mais que l'élection législative avec la droite qui est majoritaire. En juin 68, 354 sièges sur 487. Oui, mais d'une part, après, à moyen terme, ils ont gagné, oui, mais parce qu'il y a par rapport au parti de la peur, et qu'il n'y avait pas une offre politique très intéressante. Bon, Charletti a été un demi-échec. Le meeting de Charletti a été un demi-échec avec Mendès France. Mais le mouvement social a continué et dans les têtes, je pense qu'après tout s'est construit, l'union de la gauche, etc. Et que voilà, ça se construit pas en 15 jours en fait. Et Gérard Filoche, quelle est pour vous l'avancée la plus significative après ce combat? Celle des salaires. L'augmentation du SMIC a été de 30, c'était le SMIC. A été de 33%, et celle du SMAG, salaire minimum agricole garanti, a été de 55% pour le rattraper. Ça fait rêver, aujourd'hui. Oui, et qu'on sache bien, ça a aidé les entreprises. On nous dit qu'il faut bloquer les salaires, c'est le contraire, débloquons-les, l'économie ira mieux. C'est ce qui s'est produit grâce à ça. Et il y a eu un changement de climat dans tout le pays pendant des années, avec des conquêtes sociétales, en plus des droits sociaux, en plus de la 4e semaine. Il y a eu une baisse de la durée du travail progressivement jusqu'en 73-74, ça a été la plus importante et du coup le salariat s'est trouvé dans une bien meilleure position. Les gens ont pu acheter des lave-linges qu'ils pouvaient pas acheter avant ou envoyer leurs fils à l'université parce qu'à l'époque est-ce qu'on avait 500 000 étudiants, pas plus, et 7% de fils d'ouvriers parmi ces étudiants. Donc en vérité on avait quand même changé les donnes de ce pays et c'est pourquoi moi j'ai tellement ressenti ça, j'étais acteur, produit de ce mouvement et c'est celui qui me permet encore 50 ans après de militer, c'est que j'ai vu qu'on pouvait transformer les choses. Et quelle est la conséquence de ça? C'est qu'aujourd'hui encore, les patronats et les actionnaires ont peur que ça recommence. Parce que ce rapport de force qui a existé, il peut réexister à nouveau. Bon, on verra si c'est un mythe ou une réalité, effectivement. Alors, et les femmes, justement, dans le combat, on vient de le voir au Havre, des familles entières se sont mobilisées et en mai 68, c'est peut-être une étape dans leur émancipation, leur libération. C'est le début de quelque chose, en tout cas. On écoute à ce sujet l'historienne Cécile Sibou. Oui, on peut dire qu'il y a eu des choses qui ont changé, pas toujours sans doute exactement comme le pensaient ceux qui portaient certains idéaux. Alors je prendrai l'exemple du travail, peut-être aussi celui de la famille et de la femme. Il y a eu une envie de bonheur, le droit au bonheur qui existe dès les textes révolutionnaires de 1793 par exemple, ou au moins au plaisir. Alors de ce point de vue-là, la libération des mœurs a apporté au moins du plaisir. Et alors je voulais vous dire juste un mot des femmes. C'est sûr que leur situation a changé, mais 1968 c'est une date, mais c'est en même temps une séquence. Et par exemple, la pilule a été autorisée dès 67 et remboursée en 74. Gérard Filoche, est-ce que mai 68 était machiste? Parce qu'on n'a pas trouvé de leader vraiment homme, femme, je veux dire. Hélas. Ouais. Mais ceci dit, le soulèvement que ça a impliqué, c'est-à-dire la contestation sociale d'un pouvoir très centralisé sous De Gaulle et Pompidou et tout ça à l'époque, a abouti en fait à ce que ça ouvre les portes pour des débats sociétaux, pour toutes les questions. C'est dans cette brèche-là que est né le MLF. C'est dans cette brèche-là que, par exemple, des droits pour les homosexuels ont commencé à être envisagés. Et donc, en vérité, les effets du soulèvement ont eu pendant des années et des années des conséquences. Vous savez, l'arrivée de la gauche au pouvoir en 80, c'est un effet différé de mai 68. Et chaque année, tous les 2 ans ou 3 ans, il y avait des mouvements sociaux et de plus en plus de femmes apparaissaient au fur et à mesure, y compris à la tête des cortèges étudiants. Et ça a contribué à transformer jusqu'à nos jours la source de beaucoup de nos droits gagnés aujourd'hui. Que tout le monde le sache, et dans mai 68, il faut le fêter, il faut le recommencer. Alors, mai 68 à 50 ans, y a-t-il un esprit, justement, un héritage de mai 68? Est-ce qu'on peut relier le
combat des jeunes générations au combat des étudiants que vous étiez, vous, en mai 68. On pose la question, mais avant que vous n'y répondiez, regardons le reportage d'Aurélie Misery et de Jean-Michel Guillot. En fait, l'idée là, c'est de déterminer ensemble jusqu'où on est prêt à aller, quoi. 4 avril 2018, les lycéens sont dans la rue. Ils dénoncent la loi Vidal, une réforme des universités qui, selon eux, renforcera la sélection. Sur leur pancarte, des références au printemps 68. Aujourd'hui, mai 68, c'est un modèle pour nous. Construire la convergence des luttes, en finir avec la sélection, lutter contre les attaques dont on est les victimes aujourd'hui. Depuis 50 ans, la jeune génération s'inspire de mai 68. 1986, des centaines de milliers de manifestants s'opposent au projet de loi Devaquet. 2006, les lycéens et les étudiants dénoncent le projet CPE, le contrat première embauche. 2016, partout en France, de vastes cortèges contre la loi travail et de longues nuits debout, des assemblées citoyennes pour imaginer une autre société. Autant de mouvements de contestation dans lesquels la jeunesse se mobilise. Ce qu'a insufflé 68, c'est vraiment cette prise de parole et cette idée de relever la tête, de ne plus accepter passivement et de manière résignée ce qui nous est proposé. On n'a pas connu mai 68, mais évidemment, on y a pensé parce que effectivement, on contestait le CPE, mais il y avait aussi cette aspiration à un autre monde. La jeunesse avait le droit à un moment de s'emparer de cette question, quel sera notre avenir et comment demain on va travailler et vivre comme nos aînés. En 2006, Kevin Baudet est en terminale. Pendant 3 semaines et demie, il mène la lutte anti-CPE au lycée Marguerite de Navarre à Alençon. Autour de barricades et de feux de camp, dont les traces sont encore visibles au sol. Des discussions interminables, jour et nuit. C'est de là où partaient les manifestations et on rejoignait d'autres lycées aussi. Enfin, ça a toujours été joyeux, toujours joyeux. Un printemps où, dans l'enthousiasme, ils ont fait l'expérience de l'insubordination et de la liberté d'expression. Et comme leurs aînés, voulu porter au pouvoir l'imagination. Gérard Filoche, est-ce que mai 68 est un fantasme ou, comme vous l'écrivez, c'est une histoire sans fin? C'est absolument une histoire sans fin. Regardez, 1973, c'était contre la loi Debré. 1976, c'était les sidérurgistes. 1986, Malik Oussekine et Devaquet. Le CIP contre Balladur en janvier 94. La grande grève générale de novembre-décembre 95. Puis vous remontez après, vous avez le mouvement des retraites, vous avez le CPE en 2006. Et donc vous avez un passage de témoins de génération en génération. Mai 68 est vivant. Et Emmanuel Macron, qui est très arrogant, pourrait s'en apercevoir. Est-ce que vous avez le sentiment que même la génération actuelle aimerait revivre un mai 68? J'ai vu des banderoles avec des jeunes de 18 ans ou 19 ans. Je crois que c'était à Bordeaux qu'avait mis mai 68, on s'est battu, mais 2018, on va recommencer. C'est pas si facile que ça. Mais on n'appuie pas sur un bouton. Il faut que les gens ne puissent plus supporter le sort qu'il aurait fait pour pouvoir se soulever de cette façon-là. Mais n'est-ce pas le cas quand on voit tant d'inégalités, tant de pauvreté, tant de misère, 6 700 000 chômeurs aujourd'hui, n'est-ce pas le cas quand on voit une richesse tellement arrogante? Aujourd'hui, la France est beaucoup plus riche qu'en mai 68. Et les richesses beaucoup plus mal partagées qu'en mai 68. Et ça, c'est explosif. Gérard Lange, je vous ai entendu tout à l'heure, vous disiez, oh, il a de la chance, Gérard Filoche, il était là à mai 68, moi j'avais 7 ans, mais vous avez fait les lois Devaquet, vous étiez aux premières loges, visiblement. Oui, donc c'est en 86 et effectivement, c'était toujours l'esprit de 68 qui nous animait. Hein. Pour moi, il y a un héritage. D'ailleurs, je suis assez d'accord avec Ludivine Bontigny qui parlait dans le reportage, l'historienne qui a travaillé d'ailleurs sur des sources intéressantes et Merci beaucoup. Il faut que je rende l'antenne. Je suis désolée. On va se quitter en musique avec un titre enregistré le 30 mai 1968, le jour où le général de Gaulle appelle donc à manifester. Une révolution signée par les Beatles, car la musique a aussi joué un rôle très important durant ce mai 68. Très belle soirée à vous.